Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut littéralement faire la différence entre soulever un trophée à la fin d'un tournoi ou s'effondrer d'épuisement sur le gazon. L'idée, c'est d'explorer ensemble la science de la nutrition sportive et plus particulièrement son impact sur les performances au soccer. Bref, on va complètement démystifier l'alimentation des sportifs et voir comment de simples petits choix au quotidien peuvent transformer le corps humain en une véritable machine de compétition. Allez, c'est parti. Mais d'abord, posons-nous une question toute simple. On a tous déjà observé, ou même ressenti en plein effort, cette sensation horrible d'avoir les jambes lourdes comme du plomb vers la fin d'un match, pas vrai? Ce moment précis où la tête veut sprinter vers le ballon, mais où le corps refuse catégoriquement d'accélérer. Eh bien, c'est pas un manque de volonté, c'est purement un problème mécanique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une nutrition optimisée, c'est le remède absolu à ce problème. Ce qui nous amène à notre première section, les exigences du soccer. Pour vraiment capter l'importance de ce qu'on met dans notre assiette, il faut imaginer le corps comme une voiture de course ultra performante sur un circuit hyper exigeant. Et ce circuit, c'est le trail. C'est pas juste un petit footing tranquille et c'est pas non plus uniquement du sprint pur. C'est un mélange brutal des deux. Ce sport demande une endurance à toute épreuve sur de longues distances, couplée à une explosivité immédiate, ce qu'on appelle la force-vitesse. C'est ce yo-yo constant entre les deux extrêmes qui rend ça si taxant pour l'organisme. Regardons un peu les chiffres, c'est assez frappant. Au niveau élite, un joueur peut avaler jusqu'à 10 km en un seul match. Imaginez un peu l'énergie colossale qu'il faut pour courir toute cette distance, tout en gardant une technique parfaite et une vision du jeu ultra nette. C'est un véritable marathon tactique. Mais attendez, l'effort ne s'arrête pas là. Sur ces 10 km, on compte entre 40 et 60 accélérations à pleine vitesse. Des vrais sprints explosifs. Et c'est justement cette alternance sans fin entre la course de replacement et les départs fulgurants qui vide les batteries à une vitesse vertigineuse. Et là, on touche au cœur du problème. Chaque sprint, chaque kilomètre tape directement dans ce qu'on appelle les réserves de glycogène qui sont stockées bien au chaud dans les muscles. Pour faire simple, c'est comme la batterie de notre téléphone. Quand on lance une grosse appli, genre un jeu vidéo avec des graphismes en 3D, le pourcentage fond à vue d'œil, n'est-ce pas? Eh bien, les sprints, c'est la grosse appli du corps humain. Quand les réserves de glycogène sont à sec, bam, c'est la fatigue extrême et la perte drastique de vitesse en deuxième mi-temps. Le réservoir est littéralement vide. C'est précisément pour ça que la nutrition n'est pas un détail, c'est notre arme secrète. Mettre le bon carburant permet de blinder ses réserves de glycogène avant même le coup d'envoi. Bien sûr, ça booste les performances, mais ça diminue aussi énormément le risque de blessure. Un muscle bien nourri, c'est un muscle solide et résilient. En plus, ça accélère la récupération et, détail capital pour les jeunes, ça donne toute l'énergie nécessaire pour gérer la croissance du corps en plus du sport. Allez, on passe à la section 2, nos 3 grands carburants. Alors, c'est quoi le mélange parfait à mettre dans le moteur? En gros, l'apport énergétique quotidien devrait être composé d'une grosse majorité de glucides, entre 55 et 65%. Ensuite, on a les protéines, qui tournent autour de 15 à 20%. Et enfin, les lipides, les fameuses bonnes graisses, qui représentent 20 à 30%. C'est littéralement la formule mathématique pour optimiser un athlète d'endurance et d'explosivité. Et dans la vraie vie, ça donne quoi sur une assiette? Eh bien, visuellement, c'est assez simple. La plus grande partie de l'assiette doit être remplie de pâtes, de riz, de patates ou de quinoa, bref, nos glucides. Ensuite, on met une bonne portion de viande, poisson, œufs ou tofu pour les protéines. Et bien sûr, on n'oublie surtout pas d'ajouter plein de légumes croquants et colorés pour faire le plein de fibres et de vitamines. C'est super intéressant de voir comment tout ça fonctionne ensemble. Si on reprend notre image de la voiture, les glucides, c'est notre essence super. L'énergie pure des muscles qui aide même à garder le moral et éviter d'être irritable pendant l'effort. Les protéines, c'est le mécanicien. Elles réparent les petits dégâts musculaires après le match et coupent la faim durablement. Et les lipides, c'est l'huile du moteur. Indispensable pour lubrifier les articulations, absorber les vitamines et fournir l'énergie de base pour grandir. Ce qui nous amène à la 3e section, planifier ses repas stratégiquement. C'est un peu le manuel d'utilisation tactique. Il y a une distinction super importante à faire ici parce que l'heure dicte les besoins du corps. D'un côté, on a les glucides lents, comme un bon plat de pâtes ou du pain complet, qui vont libérer de l'énergie au compte-gouttes sur des heures. Et de l'autre, les glucides rapides, comme une compote de fruits. Ça, c'est le bouton turbo, une énergie ultra rapide que le corps va utiliser presque instantanément pendant un gros pic d'effort. Donc, voici le plan de match. Toute la journée, on mise sur les sources lentes pour se bâtir une réserve solide. Mais environ 30 minutes avant l'effort, attention, le corps réclame un coup de fouet ultra facile à digérer. On veut surtout pas gaspiller de l'énergie à digérer un gros repas en plein sprint. L'énergie doit aller dans les jambes, pas dans l'estomac.
Un muffin maison sans noix, par exemple, donnera l'explosion d'énergie parfaite sans faire mal au ventre. Et une fois le match fini, on enclenche tout de suite la récupération avec une bonne collation. 4e et dernière section, l'hydratation et les signaux d'alarme. Même le meilleur moteur du monde, bien huilé et plein d'essence, va surchauffer s'il n'a pas un bon système de refroidissement. L'eau, c'est la base absolue, évidemment. Mais quand on transpire à grosses gouttes en plein cagnard lors d'un tournoi super intense, l'eau seule ne suffit plus. C'est à ce moment précis que les boissons sportives entrent en jeu, car elles permettent de se réhydrater et surtout de regarnir le système en électrolytes, comme le sodium, qu'on a massivement perdu avec la sueur. Le truc génial avec le corps humain, c'est qu'il a son propre tableau de bord. Et comme en voiture, il faut savoir lire les voyants lumineux. Une urine foncée, c'est le tout premier signal d'une déshydratation qui devient grave. Des maux de tête ou la tête qui tourne sur le terrain, le corps hurle littéralement qu'il manque d'eau ou de carburant. Et cette fameuse fatigue accablante qui nous cloue au sol, c'est le signe implacable que le glycogène est à sec. Faut jamais, au grand jamais, ignorer ces drapeaux rouges. Sinon, c'est la perte de performance ou pire, la blessure. Tout ça nous amène à une conclusion indéniable qui résume parfaitement notre analyse. Ce qui différencie un joueur moyen d'un athlète d'élite, c'est pas juste le talent, ce sont les habitudes de vie. Les efforts incroyables fournis pendant un match doivent obligatoirement être soutenus par un travail tout aussi sérieux à la maison. Les choix alimentaires et l'hydratation au quotidien, c'est ça qui soutient la magie sur le gazon. Alors on termine là-dessus. Quand on pense à ces 10 km, à ces dizaines d'accélérations explosives et à l'énergie de dingue que ça demande, est-ce que les choix qu'on fait à la cafétéria ou au souper aujourd'hui préparent le moteur à gagner ou est-ce qu'ils le programment pour un crash inévitable à la mi-temps ? La victoire, elle commence bel et bien dans l'assiette. Merci d'avoir suivi cette analyse sportive et à très vite.